Alors ici, vous avez le bassin ou bien le milieu de dépôt. Hein. Milieu de dépôt, bien bassin sédimentaire. Et la roche sédimentaire qui se forme dans ce bassin. Donc on va essayer de voir quelques caractéristiques de ces deux composantes. Alors vous avez un bassin sédimentaire généralement caractérisé par sa nature et sa morphologie. La nature et la morphologie. La nature, c'est-à-dire de quel type de milieu de dépôt bien de bassin sédimentaire. Est-ce qu'il s'agit d'un milieu aquatique ou bien un milieu aérien, par exemple? Aquatique, c'est-à-dire avec de l'eau, c'est-à-dire une dépression qui contient de l'eau. Et s'il contient de l'eau, est-ce que cette eau-là, il s'agit d'une eau douce ou bien de l'eau de mer? Il y a une différence, pas la même chose. Ce pas les mêmes organismes qui vont vivre dans le milieu. C'est très important. S'il n'est pas aquatique, il peut être aérien, c'est-à-dire une dépression qui ne contient pas de l'eau. Au niveau des talus, par exemple, ou bien le bas des talus, par exemple, les piémonts, par exemple, les déserts, on peut avoir des dépressions dans les déserts qui vont servir donc de milieu de dépôt pour les particules sédimentaires transportées, érodées et transportées par le vent, par exemple, etc. Donc, le bassin sédimentaire est caractérisé par sa nature. Il caractérise également par sa morphologie. Sa morphologie, c'est-à-dire sa forme. Comment il se présente la dépression d'un point de vue géométrie, d'un point de vue forme. Est-ce qu'il présente des zones profondes, par exemple, quand il s'agit donc de milieu aquatique, des zones peu profondes? Est-ce qu'il contient des îles, par exemple, des golfes, etc. Ce qu'on appelle la morphologie du bassin. C'est-à-dire un bassin sédimentaire ou bien une dépression ne présente pas une morphologie, si vous voulez, identique partout. Il peut y avoir donc différence d'une localité à une autre. Par exemple, donc, de la profondeur, par exemple, au niveau d'un milieu ou bien d'un bassin sédimentaire marin, ou bien aquatique en général. On peut avoir un rivage, une plage, on peut avoir une zone peu profonde, on peut avoir des zones très profondes, etc. Alors, dans ces milieux-là, c'est ce qu'on appelle donc les milieux de dépôt. Dans ces parties ou bien dans ces localités qui forment le bassin sédimentaire, les roches ne vont pas se former de la même façon. Et par conséquent, il faut s'attendre à trouver des roches différentes. Une roche déposée dans un milieu profond n'est pas la même qu'une roche déposée au niveau d'une plage, d'un rivage. C'est pas la même. Voilà donc ce qu'on appelle caractéristiques morphologiques du bassin. Les bassins également sont caractérisés par leur hydrodynamisme, ou bien l'hydrodynamisme d'un bassin, son hydrodynamisme. Alors, l'hydrodynamisme, vous avez ici hydro, c'est-à-dire l'eau, vous avez dynamisme, bien la dynamique. C'est tout simplement. L'hydrodynamisme, alors, tout simplement, c'est la dynamique de l'eau dans un bassin. Ici, donc, puisqu'on parle de l'hydrodynamisme, automatiquement, il faut penser à un bassin aquatique, c'est-à-dire qui contient de l'eau aquatique. Alors, les bassins également peuvent être caractérisés par leur hydrodynamisme, c'est-à-dire par l'énergie de l'eau, l'énergie des courants d'eau, par exemple. Est-ce qu'il s'agit d'un bassin avec un hydrodynamisme fort ou bien un bassin avec un hydrodynamisme faible, par exemple? Hydrodynamisme fort, c'est-à-dire un milieu où il y a agitation. Je vous donne l'exemple, par exemple, de vagues, les vagues, la tempête, etc., donc agitation. Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'un milieu de dépôt avec un hydrodynamisme faible, c'est-à-dire un milieu de dépôt calme, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien, calme. Un lac, par exemple, est en général calme, en général. Et dans les mers et les océans également, on peut trouver des zones calmes où l'hydrodynamisme est faible. Le bassin sédimentaire également peut être caractérisé par son écologie. Écologie, c'est tout simplement l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans le milieu de dépôt. Êtres vivants, animaux, bien végétaux, toujours. Et bien sûr, toutes ces caractéristiques-là, elles vont laisser leurs traces dans la roche sédimentaire qui va se former dans ce bassin sédimentaire.
Dans les bassins, les dépressions qui forment, ou bien qui correspondent au bassin sédimentaire, il peut y avoir des êtres vivants dans n'importe quelle dépression. Même dans les dépressions bien du pont aérien, parfois il y a des organismes. Ils participent en général à la formation des roches sédimentaires. Parfois, les organismes, par exemple les coquilles de, de lame et des branches, par exemple, le gastéropode, c'est-à-dire des mollusques, en général, on les trouve dans la roche sédimentaire. On trouve leurs traces, on trouve des débris de coquilles, on trouve des coquilles entières qui forment une roche sédimentaire. Donc, ils participent à la formation de la roche sédimentaire. Après leur mort, bien sûr. Quand ils meurent, ils vont laisser donc leur partie dure qui vont être fossilisées dans la roche. Et ils peuvent participer avant même la mort. Ils peuvent participer par leur activité dans la formation des roches sédimentaires. La biominéralisation, la minéralisation par les êtres vivants. Formation des minéraux, le calcaire par exemple. Donc les êtres vivants, par leur activité de vie et après leur mort, peuvent participer donc à la formation des roches sédimentaires. Alors voilà, ici vous avez les caractéristiques d'un milieu de dépôt ou bien bassin sédimentaire. Maintenant, on va voir les caractéristiques des roches sédimentaires. Alors les roches sédimentaires sont caractérisées par leur composition, c'est-à-dire leur contenu lithologique et paléontologique, si vous voulez, ou bien biologique, c'est la même chose. Chaque roche sédimentaire présente une composition donnée, c'est-à-dire son contenu lithologique et paléontologique ou bien biologique. Les roches détritiques, par exemple, présentent une composition lithologique surtout. Lithologique, comme vous voyez ici, lithologique, la lithologie, c'est la roche. C'est la roche, c'est les éléments de roche, les fragments de roche, les éléments, les débris solides. Biologique, c'est-à-dire paléontologique, c'est-à-dire les fossiles. Tout ce qui est biologique, c'est tout ce qui est en relation avec les êtres vivants, c'est-à-dire les fossiles pour l'eau, bien. On peut parler également de paléontologie. Comme vous voyez ici, comme j'ai dit, par exemple, une roche détritique, elle présente une composition surtout marquée par un contenu lithologique. C'est-à-dire, dans une roche détritique, on ne trouve pas généralement. Il peut y avoir certaines roches qui contiennent des fossiles, mais en général, pas de fossiles. Au contraire, une roche calcaire, elle présente un contenu lithologique et biologique. C'est-à-dire, on peut trouver donc des grains, bien des débris solides, bien des éléments minéraux et des éléments organiques d'origine biologique. Pourquoi donc on parle donc d'une composition contenu lithologique et contenu biologique? Lithologique, c'est tout ce qui est minéral, pour simplifier, tout ce qui est minéral ou bien un fragment de roche, débris de roche. Biologique, c'est tout ce qui est organique. Les roches également sont caractérisées, c'est-à-dire les roches sédimentaires sont caractérisées par leur architecture et géométrie. Quand vous êtes sur le terrain, il faut voir les structures et les textures que renferment les roches. Il faut voir la base, le sommet du banc. Qu'est-ce qu'elle montre? Est-ce qu'il s'agit d'une base, par exemple, plate, d'une base irrégulière, un sommet plat, un sommet irrégulier? Qu'est-ce qu'elle renferme comme structure et texture à l'intérieur de la roche? Les structures, tout ce qui est physique, mécanique. La texture, c'est tout ce qui est, si vous voulez, géométrie, forme des éléments, etc. Les roches sédimentaires également peuvent être caractérisées par les types de succession des dépôts. Type de succession de dépôts, ce qui donne ce qu'on appelle des séquences de dépôts. Une séquence de dépôts sans associer. Une séquence de dépôts. Ou bien les séquences de dépôts au pluriel, si vous voulez. Les types de succession des dépôts, c'est très important ici. Ici, il faut faire attention à la manière dont les strates ou bien dont les dépôts s'enchaînent verticalement. Cette succession de dépôts-là nous permet de connaître ce qu'on appelle les séquences de dépôts. Alors, comme vous voyez, donc vous avez les roches sédimentaires, vous avez le bassin sédimentaire.
Alors, les roches sédimentaires se forment dans les bassins sédimentaires. Donc, automatiquement, toutes les caractéristiques de ce bassin-là, toutes les caractéristiques de chaque type de bassin influencent bien sûr les caractéristiques de roches sédimentaires. Autrement dit, quand on examine une roche sédimentaire qu'on trouve actuellement sur le terrain, dans cette roche sédimentaire-là, quand on fait l'étude, on va essayer donc de retracer l'histoire des éléments qui forment la roche dans ce milieu dépôt. C'est-à-dire, à partir de l'étude de la roche, on peut faire la reconstitution du milieu dépôt bien du bassin sédimentaire. Autrement dit, on peut faire la reconstitution des anciens paysages. Tout en étudiant la roche, on peut faire marche arrière pour voir comment était la région dans laquelle se trouve cette roche-là il y a longtemps. Ici, on va parler un petit peu donc de la notion de sédiment. Qu'est-ce que ça veut dire un sédiment? Tout à l'heure, je vous ai parlé de sédiments et de roches sédimentaires. Alors, bien sûr, une roche sédimentaire, avant donc de se transformer, elle était un sédiment, c'est-à-dire les premiers éléments sédimentés toujours forment donc ce qu'on appelle le sédiment, c'est-à-dire une roche même. Mais le sédiment peut se transformer par la diagenèse en roche sédimentaire. Alors un sédiment peut être défini comme un ensemble non consolidé de particules, c'est-à-dire, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est une roche meuble, c'est-à-dire particules non consolidées. Ces particules-là peuvent être de différentes natures, bien sûr. Peuvent être des particules d'origine minérale, comme je viens de l'expliquer, quand on a parlé du contenu lithologique. Le contenu lithologique, c'est tout simplement les particules d'origine minérale. Il s'agit de grains minéraux ou fragments de roche, c'est-à-dire les minéraux ou bien les fragments de roche. Ils peuvent être terrigènes, peuvent être volcaniques et peuvent être météoriques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Terrigène, c'est tous les éléments qui proviennent de l'érosion de la Terre. On les appelle les éléments terrigènes. Terrigènes. C'est-à-dire leur origine, c'est la Terre. Quand vous entendez terrigène, il faut penser donc aux éléments issus de l'érosion des terres. Parfois, on peut les appeler des éléments silicoclastiques. Silicoclastique, la même chose, terrigène. Les éléments également peuvent être issus donc des projections volcaniques. C'est-à-dire ces éléments minéraux, bien les grains minéraux, peuvent être d'origine volcanique, à partir des projections volcaniques, peut avoir donc des éléments minéraux, bien des fragments de roche carrément. Les météorites également, c'est un cas très très rare. C'est-à-dire on peut avoir également des grains minéraux qui proviennent des météorites, et c'est très rare. Ce qui est très important, c'est ça. C'est-à-dire les éléments d'origine minérale qui forment les roches sédimentaires, ce sont des éléments, généralement des éléments terrigènes, puis parfois on peut avoir donc des éléments volcaniques, puis en dernier, les éléments météoriques. À côté des particules d'origine minérale, on peut avoir ce qu'on appelle les particules d'origine organique. Alors, particules d'origine organique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout simplement les restes fragmentés au nom d'animaux ou de végétaux. Ces éléments organiques proviennent donc des restes d'animaux ou bien de végétaux. Vous avez également les particules d'origine chimique. Ici, d'origine chimique, c'est-à-dire c'est des éléments, bien des minéraux formés par précipitation des substances dissoutes. Par exemple, dans un milieu aquatique, il va y avoir ce phénomène, donc, bien ces éléments, il faut attendre à trouver donc, ces éléments d'origine chimique. C'est-à-dire, dans un milieu aquatique, on peut s'attendre à trouver donc des précipitations, des cristallisations, c'est-à-dire des réactions chimiques qui vont permettre la formation des minéraux.
Exemple ici, je vous ai donné l'exemple des cristaux de sel. Le sel, en général, donc, il se forme par précipitation, bien par cristallisation, donc de l'eau de mer, sous des conditions bien sûr très très particulières. Le gypse, par exemple, la calcite, tous les minéraux formés, ou bien tous les minéraux qu'on trouve dans les roches sédimentaires, elles se forment suite donc à des réactions chimiques telles que ce qu'on appelle la précipitation, ou bien la cristallisation carrément, pour former, à partir bien sûr des substances dissoutes dans l'eau, en général. Substances dissoutes dans l'eau, on obtient donc des particules d'origine chimique. Des particules susceptibles, si vous voulez, de former un sédiment. Particules d'origine minérale, particules d'origine organique, particules d'origine chimique. Pour ces dernières, les particules d'origine chimique, en général, on parle donc de minéraux, d'éléments in situ. In situ, c'est-à-dire se forment dans le milieu de dépôt. Dans le milieu de dépôt, surtout quand le milieu est aquatique. Tandis que les particules d'origine minérale, bien d'origine organique, ils peuvent être, surtout les particules d'origine minérale, ces particules-là sont des particules qui proviennent de l'extérieur du milieu de dépôt, suite à une érosion, altération, transport, etc. Et on les dépose dans le milieu de dépôt. Ici, ils peuvent être importés, comme ils peuvent être propres au milieu de dépôt. Les particules d'origine organique. Mais en général, les particules d'origine chimique, c'est des particules qui se forment in situ, à l'intérieur du milieu du pot, suite, bien sûr, à la cristallisation, bien la précipitation de substances dissoutes dans l'eau. Ici, une petite remarque. Donc, avant de constituer un sédiment, les particules sédimentaires ont été déplacées à la surface terrestre par un ou plusieurs agents de transport tels que le vent, la gravité, l'eau et la glace. Pour les particules d'origine chimique qui se sont formées en grande partie dans le milieu du dépôt, mais également ici, elles peuvent se former, c'est-à-dire les solutions peuvent provenir de l'extérieur suite à une altération chimique, transport des éléments chimiques, puis à l'intérieur du milieu du dépôt, donc il va y avoir donc la précipitation de ces minéraux. Les facteurs contrôlant les dépôts. On va essayer de voir les facteurs qui contrôlent les dépôts. Bien sûr, dans un milieu de dépôt, les facteurs, on peut avoir plusieurs facteurs agissant sur ce milieu de dépôt pour former les roches sédimentaires. Autrement dit, donc un dépôt, ici, un dépôt est la résultante d'un ensemble de facteurs agissant sur le milieu de dépôt. C'est-à-dire la roche sédimentaire, en fait, c'est la résultante d'un ensemble de facteurs qui agissent sur le milieu de dépôt. Ces facteurs-là, ils peuvent être extrinsèques ou bien intrinsèques. C'est-à-dire, les facteurs intrinsèques, c'est des facteurs propres au milieu de dépôt. Ils peuvent être physiques, chimiques, biologiques, minéralogiques. C'est-à-dire, ils se déroulent ou bien ils agissent à l'intérieur du milieu de dépôt. Intrinsèques, des facteurs intrinsèques, propres au milieu de dépôt, propres à l'entité, propres à la dépression. Physique, chimique, biologique, peut-être de n'importe quel type, mais l'essentiel c'est qu'ils sont dans le milieu de dépôt, ils se déroulent dans le milieu de dépôt. Les facteurs extrinsèques, cette fois-ci, il s'agit de facteurs planétaires, c'est-à-dire en dehors du milieu de dépôt, à l'extérieur du milieu de dépôt, extrinsèques. Ils agissent à l'échelle planétaire, à l'échelle de la planète, et sont surtout d'ordre tectonique ou bien climatique. Il s'agit surtout de facteurs tectoniques ou bien climatiques. Tectonique, donc la tectonique, donc elle peut créer une dépression, peut créer un bassin, un milieu de dépôt subsidant profond, comme il peut le fermer. Il peut faire soulever donc les roches sédimentaires pour former les chaînes de montagne, par exemple.
Et le climat également. Alors, la tectonique, comme je viens de le dire, il s'agit d'un facteur extrinsèque, c'est-à-dire, je parle de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, c'est la tectonique globale. Ce n'est pas la tectonique locale ou bien régionale. C'est global, à l'échelle du globe. Et vous avez le climat également. Le climat est un facteur global. Le climat, c'est un facteur lié à la Terre, au globe terrestre. Les alternances de saison, actuellement, les alternances de saison sont dues à la rotation de la Terre autour du Soleil et à la rotation de la Terre autour d'elle-même. C'est un exemple. Donc, pour comprendre que le climat, c'est un facteur extrinsèque lié à la Terre, au globe terrestre. Alors, ces facteurs-là peuvent influencer également la formation de roches sédimentaires dans un milieu de dépôt. C'est-à-dire, tous ces facteurs-là sont les résultants, si vous voulez, ce sont les facteurs, pardon, qui contrôlent le dépôt. C'est-à-dire, on va trouver les traces de ces facteurs-là dans les roches sédimentaires.